pour vous parler de l'angle un petit peu, toujours écologique évidemment, mais aussi économique de la voiture électrique. Euh, le but de ma présentation, c'est de vous montrer que, comme le montre ce sous-titre, la combinaison de la voiture électrique avec de l'énergie solaire, comme Sébastien vient de le dire, qui est le meilleur, euh, le meilleur compromis qu'on puisse trouver, eh bien, c'est non seulement un investissement pour la planète, comme on vient de le voir, avec un gain en CO2 très important, mais c'est aussi un gain pour votre portefeuille. On va voir dans cette présentation l'intérêt économique de cette combinaison. Euh, pour vous faire cette présentation, je me suis basé en fait, sur un cas concret qui est le mien. C'est le cas d'école que je vais vous montrer. Eh bien, j'allais dire, un Suisse moyen. C'est une famille avec une maison traditionnelle, en l'occurrence une ferme vaudoise, une famille avec deux ados. Donc, deux ados, vous imaginez ce que ça consomme en énergie, hein, entre les télévisions, les consoles et autres activités, et puis deux voitures dans le foyer. Donc voilà un petit peu ce cas d'école. Alors évidemment, ça ne correspond pas forcément aux célibataires qui habitent en ville dans un appartement, on est bien d'accord, mais c'est pour vous montrer un cas concret avec une analyse qui montre les aspects écologiques et économiques de cette situation. Alors, je vais essayer de changer les slides, mais ça n'a pas l'air de marcher. Ouais, ça marche. J'ai trouvé. Alors, pour vous présenter le cas concret, donc vous voyez la maison qui est une ferme située dans le Gros-de-Vaud, qui est une très vieille maison qui a été partiellement rénovée. Et puis, la première opération qui a été faite dans ce concept, c'est de poser des panneaux solaires. Et puis ensuite, on va voir les voitures électriques sont arrivées. La première à peu près simultanément, la deuxième après. Donc, la pose de ces panneaux solaires, je ne vois pas mes slides, je déplace ça, voilà, a été posée en fait sur une partie de la toiture. Vous voyez 49 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui ont été posés en 2015. La puissance, pour ceux qui connaissent un petit peu ça, de ces panneaux, que vous voyez d'ailleurs sur l'image, correspond à 8,5 kW crête, c'est-à-dire qu'en plein soleil, en plein été, on a à peu près 8,5 kW de puissance qui sortent de l'installation. Donc évidemment, beaucoup moins même en plein hiver ou s'il y a des nuages, etc. Ces panneaux solaires se relient à un onduleur SolarEdge. Je le mentionne là, pas pour leur faire forcément de la pub, mais parce que c'est un onduleur qui permet, entre autres, avec des petits contrôleurs sur les panneaux, d'optimiser la production des différents panneaux, par exemple s'il y a de l'ombre qui passe devant, l'ombre du toit ou l'ombre d'un arbre, etc. Et puis aussi de faire la comptabilisation, vous verrez plus tard, de la quantité d'énergie produite d'une manière assez simple. Au niveau des trajets familiaux, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'en haut sur la carte, vous avez le lieu de résidence qui est dans plein milieu du Gros-de-Vaud. Et puis en bas, près du bord du lac à Saint-Sulpice, vous avez mon bureau. Donc en gros, vous avez deux véhicules dans la famille et vous voyez à gauche les trajets moyens journaliers. Vous avez le véhicule 1, comme je l'appelle, qui est le véhicule principal, le mien, qui sert à faire les trajets domicile-travail presque tous les jours, sauf en cas de pandémie. Et puis, pour les trajets un peu plus importants, quand on descend à Genève, on va en vacances ou on se déplace sur des trajets un peu plus importants, c'est le véhicule principal qui est un petit peu plus gros. On verra tout à l'heure ce que c'est. Le deuxième véhicule, c'est un plus petit véhicule qui est le véhicule de ma femme et qui sert plus à faire les courses, les activités des enfants, bref, un trafic, je dirais, régional, même s'il est capable même d'aller à Genève et de revenir, par exemple. Mais disons, c'est plutôt un deuxième plus petit véhicule. Au niveau des distances parcourues,
vous avez sur le trajet principal de mon bureau, donc il y a environ 50 kilomètres par jour qui sont faits. Juste, c'est au-dessus de la moyenne des kilomètres parcourus par un Suisse moyen, hein, donc sur des véhicules individuels. Mais ça reste relativement représentatif pour notre région. En gros, dans les calculs que vous allez voir, je crois qu'il y a un des véhicules qui doit faire dans les 12 000 km par année et l'autre environ 20 000, quelque chose comme ça. Donc, on est sur des moyennes assez standards. Au niveau je reviens sur l'installation solaire. Maintenant, pour vous montrer un petit peu, on va rentrer dans les aspects financiers et puis pour voir un petit peu de quoi on parle. Juste déjà, tous les chiffres que vous allez voir, donc l'installation solaire, elle a été faite fin 2015, elle a commencé à produire début 2016. Donc tous les chiffres que vous voyez là sont des chiffres qui sont basés sur le prix du marché d'une installation solaire, mais en 2015. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, le prix de la même installation solaire, il a probablement perdu aux alentours de 30, voire peut-être, en tout cas 30%, ça c'est sûr et certain. Donc, les calculs de rentabilité, ce sera encore beaucoup plus rentable de commencer la même opération aujourd'hui que de l'avoir commencé en 2015. Donc, on est vraiment dans un cas pessimiste aussi des calculs. Donc, cette installation solaire, elle fait 49 mètres carrés, 8,55 kW crête. Et puis, voici le budget. Donc, c'est basé sur les factures réelles. Tous les chiffres sont ouverts. J'ai reçu une offre pour cette installation à l'époque de 25 400 francs. Je ne sais pas si les chiffres sont assez grands pour que vous les voyez bien, donc je vous les mentionne tous. On a fait un calcul de l'estimation de l'économie fiscale. Alors évidemment, c'est assez arbitraire, ça dépend de votre situation fiscale, basé là sur un taux marginal de 15%. Donc, on a estimé l'économie fiscale du fait que l'on peut déduire des frais d'entretien d'immeubles des améliorations énergétiques, dont la pose de panneaux solaires, ce qui nous donne pour notre calcul 3 810 francs d'économie fiscale estimée. Ensuite, on a la rétribution unique de Swissgrid. Donc, c'est la rétribution qui vous est offerte par la Confédération, si on veut, comme dédommagement, si vous voulez, comme incitation, voilà, pour la pose de panneaux solaires, qui est basée sur le montant de l'offre ou la surface, ce qui revient à peu près au même. Donc, dans mon cas, cette rétribution s'est montée à 5 675 francs. Et puis, j'ai la chance d'habiter dans une commune qui dispose d'un fonds d'énergie communal. Alors ça, toutes les communes n'en disposent pas, mais ça vient de plus en plus. C'est un principe assez simple, c'est que dans la commune, on prélève une toute petite taxe supplémentaire sur tous les kilowattheures qui sont achetés par tous les résidents et entreprises de la commune. Et cette petite taxe sert à alimenter un fonds. Et puis, ce fonds peut être utilisé selon un règlement communal qui dépend de chaque commune pour subventionner des installations solaires, des rénovations énergétiques, enfin ce qu'ils veulent, l'achat d'une borne électrique. Ça, c'est le règlement communal qui le fixe. Dans ma commune, j'ai la chance de bénéficier d'un fonds d'énergie communale qui, pour les installations photovoltaïques, reversait 1 400 francs fixes plus 400 francs par kilowatt crête, ce qui donnait une subvention supplémentaire de 4 820 francs. Donc voilà pour une installation brute de 25 400 francs, on arrive à un investissement net de 11 095 francs. On est à moins de la moitié de l'offre initiale. Donc, il faut être bien conscient de toutes ces subventions potentielles que vous pouvez bénéficier. Cette installation, si on regarde la situation électrique de la maison avant cette installation solaire, eh bien, avant, selon les factures de la Romande Énergie, tous ces calculs sont basés sur des factures réelles et pas sur des mesures électriques qui peuvent être biaisées parce qu'il y a des pertes, etc. Là, c'est vraiment ce qui a été facturé par la Romande. Bien, avant cette installation, on avait une consommation de l'ensemble des consommations électriques de la maison. Donc, ça comprend tout, hein, l'éclairage, le radiateur électrique que vous branchez, la télévision et la console des enfants, la pompe de la piscine, tout. Cette maison consommait au total 6 MWh par an
avant l'installation solaire et l'achat des voitures électriques. Cette installation solaire de 8,55 kW s'est avérée être capable en moyenne, on va le voir plus tard, de produire 11,85 MWh par an, c'est-à-dire beaucoup plus que la consommation que nous avions. Donc, si on fait, on va revoir les calculs de détail par la suite, mais si on fait le calcul de l'économie, une fois qu'on a posé les panneaux solaires et qu'ils commencent à produire, combien on économise sur la facture d'électricité, eh bien, et ça c'est même déjà en intégrant les deux véhicules électriques, on va le voir, c'est une économie de 807 francs par an sur la consommation, sur les factures d'électricité de la maison. Donc, si on se base uniquement sur ces chiffres, et puis qu'on s'amuse à faire un espèce de calcul d'amortissement de l'investissement net de 11 000 francs, eh bien, on s'aperçoit que juste l'installation solaire, juste sur l'économie qu'elle permet de faire sur l'électricité, on amortit cet investissement en 14 ans. Et comme je vous l'ai dit, avec des chiffres d'aujourd'hui, ce serait plutôt 9 ans, environ 9 ans. Et les panneaux vont produire environ pendant 25-30 ans, très probablement. On en a posé sur la maison de mon papa à la fin des années, début des années 90, ils produisent toujours, donc je n'ai pas trop de doute là-dessus. Et si on s'amuse à calculer un intérêt auquel correspond ce rendement calculé sur l'économie d'électrique, eh bien, ça correspond à un intérêt de 2,5% par an. C'est-à-dire que si vous avez 11 000 francs, au lieu de les mettre à la banque, vous avez meilleur temps de les mettre sur votre toit, ils vous rapporteront beaucoup plus. Voilà. Au niveau de la production solaire, donc là, vous voyez réellement la sortie de l'onduleur qui vous montre sur plusieurs années. Là, ça a été fait cette présentation a été faite en 2020, mais si on continue jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil, voire mieux presque d'année en année. On voit que la production moyenne, c'est environ 11 MWh par an. La maison consommait 6,6 MWh par an. Et puis, l'ajout des deux voitures électriques qui sont arrivées juste derrière. La première voiture, qui faisait environ 13 000 km par an, rajoute 1,8 MWh de consommation par an. Et la deuxième voiture, qui fait 20 000 km par année, qui est arrivée un peu plus tard, vient rajouter 2,8 MWh par an. Ce qui nous fait un total de 10,6 MWh par an, avec la maison avant, plus les deux voitures électriques, et on est toujours en dessous de la production des 11 MWh de l'installation solaire. Donc, on est toujours excédentaire en production, même avec les deux voitures électriques. Ces chiffres ont été basés sur la consommation moyenne des voitures électriques de 14 kWh au 100, ce qui est réel sur la moyenne des deux véhicules qui sont utilisés. C'est une moyenne réelle mesurée. Maintenant, si on s'amuse à grapher un tout petit peu ça pour comprendre un petit peu, voici le graphe des factures d'électricité réellement reçues avant et après. Donc, avant 2013, 2014, 2015, vous avez la courbe en orange avec des fluctuations, des montants des factures, parce que des fois, c'est facturé juste sur la fin de l'année d'avant, des fois juste sur la… Donc, j'ai fait une moyenne, voilà, sur les 3 années qui étaient avant l'installation. La moyenne, c'est le trait en gris qui est horizontal. Et puis, à partir de la production, du début de la production de l'installation solaire, vous avez les factures d'électricité qui ont chuté fortement. Et puis, je fais la moyenne en bleu. Donc, c'est aussi incluant la consommation des voitures électriques. Vous avez en bleu la moyenne après l'installation solaire. Donc, la différence entre la courbe grise et la courbe bleue, ça vous donne l'économie que j'ai mentionnée avant, qui est de l'ordre de 800 francs par année. Au niveau des voitures électriques, voici à quoi ça ressemble. Alors, ce n'est pas des Rolls-Royce, ce n'est pas des Twizy. On a deux véhicules qui sont des véhicules assez moyens par rapport à ce qu'on voit dans l'ensemble du parc automobile suisse romand. C'est une petite citadine, la Renault Zoé, en l'occurrence, qui est d'ailleurs une des plus petites voitures électriques du marché. Il y en a d'autres maintenant, mais c'est vraiment une petite citadine. Et puis, un Hyundai Kona qui est j'aime pas appeler ça un SUV, c'est pas un SUV, c'est beaucoup plus petit qu'un SUV, ça paraît un peu pâteau comme ça, mais c'est une voiture un petit peu plus haut de gamme avec une batterie un peu plus grosse qui permet de faire un peu plus de kilomètres. Mais on est aussi dans des prix de véhicules qui sont
largement dans la moyenne des véhicules que l'on rencontre en Suisse romande. Voici maintenant un tableau qui vous montre la comparaison financière des consommations de carburant. Donc, il faut que je redéplace parce que je ne vois pas mes chiffres. Je vais mettre ça de l'autre côté. Voilà. Vous avez les carburants, donc ça, c'est vraiment les frais d'essence avant et après. Donc, en 2013-2014, vous avez les 2 véhicules thermiques de la famille. Le plus petit, 1 248 francs d'essence par année. Le plus gros, 2 240 francs par année. Total, 3 488 francs d'essence par année. Et puis, en 2015, le premier petit véhicule électrique est arrivé. Donc, sa consommation d'essence tombe à zéro, reste le plus gros des 2 véhicules, donc 2 240 francs qui restent, jusqu'en 2019, arrivée du 2e véhicule électrique, le plus gros. Et à partir de 2019, eh ben, c'est 0 francs de facture d'essence par année. Alors, je vais essayer encore de déplacer ça. Voilà. Ce qui est important aussi, à partir du moment où vous avez vos véhicules électriques, vous avez votre production solaire sur votre toit, ce qui est très important, c'est de maximiser l'autoconsommation. C'est clair que si vous avez vos panneaux solaires qui sont sur votre toit et puis votre voiture elle n'est pas là et puis que vous devez vendre l'intégralité de votre production électrique et puis que vous rechargez votre voiture, par exemple la nuit, en devant racheter du courant, eh bien, vous n'optimisez pas du tout votre part d'autoconsommation de votre production solaire. L'idée, pour avoir le meilleur rendement financier et aussi écologique au passage, c'est de maximiser la partie autoconsommation. C'est-à-dire que vous puissiez charger votre voiture au moment où vos panneaux solaires produisent et que cette électricité soit directement injectée dans votre véhicule sans avoir besoin de la vendre à l'opérateur du réseau. Pour ça, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. D'abord, il y a la fréquence à laquelle vous devez recharger. Alors, souvent, par exemple, on entend dire que des grosses batteries sur des voitures électriques, c'est très lourd, c'est très polluant, il vaudrait mieux avoir des véhicules électriques avec des petites batteries. Ce n'est pas tout à fait vrai, ni d'un point de vue écologique, ni d'un point de vue évidemment économique, donc optimisation de l'autoconsommation. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la durée de vie d'une batterie, elle se mesure en cycle de charge et pas en nombre de kilomètres parcourus ou en nombre d'années. Ça varie des technologies de batterie, mais on dit que c'est environ 1000-1500 cycles de charge. C'est la durée de vie de la batterie dans la voiture. Après, elle peut avoir une seconde vie, mais c'est un autre débat. Si vous avez une toute petite batterie et que vous faites 50 km par jour, vous risquez d'être obligé de charger toutes les nuits de la semaine votre voiture, la nuit, donc en rachetant du courant. Et puis, ce que produisent vos panneaux solaires la journée, eh ben, vous l'avez intégralement vendu au réseau. Donc, vous avez une très mauvaise optimisation de votre autoconsommation. Et puis, en plus de ça, vous faites un cycle de charge par jour. Donc, 5 jours par semaine, si vous allez travailler, multiplié par 50 semaines, vous voyez la durée de vie de votre batterie. Alors que si vous avez une batterie plus grosse, ce qui est le cas des voitures un peu plus récentes maintenant, dont les 2 véhicules qu'on vous a présentés avant, eh bien, avec ces 2 véhicules-là qui ont des batteries un peu plus grosses, eh bien, les 2 véhicules, on arrive à faire une seule charge par semaine. Une seule charge par semaine, ça veut dire que même si on va au bureau tous les jours et que la voiture n'est pas là la semaine quand il y a de la production solaire, eh bien, on arrive à recharger une voiture le samedi, une voiture le dimanche, quand il y a de la production solaire pendant la journée. Ça permet d'optimiser l'autoconsommation et ça permet de minimiser le nombre de cycles de charge parce qu'au lieu de faire 5 cycles de charge chaque jour de la semaine, on n'en fait plus qu'un cycle de charge par semaine. Donc, 1500 cycles multipliés par le nombre de semaines, vous voyez que la durée de la batterie devient 5 fois plus longue en termes de durée temporelle. Après, si vous n'arrivez pas à charger votre voiture 100% avec ce que produit votre soleil, eh bien, vous allez devoir racheter de l'électricité. Alors là, il faut essayer de l'acheter la moins chère possible. Donc, il faut, dans une situation comme celle-ci, avoir ce qu'on appelle un tarif différencié jour-nuit et puis recharger votre voiture si vous devez racheter de l'électricité uniquement aux heures creuses, c'est-à-dire la nuit, entre 10h et 6h du matin, ou le week-end.
ce qu'il faut comprendre, si on prend le réseau électrique, je m'excuse, ces chiffres datent d'avant, de 2015-2016, mais donc ils ont un petit peu évolué, j'ai légèrement corrigé sur ce slide. Aujourd'hui, l'opérateur réseau sur le canton de Vaud, la Romande Énergie, à l'époque, rachetait le courant à 8,16 centimes le kilowattheure. Ils viennent d'augmenter depuis le 1er janvier 2022. On est maintenant à 9,5 centimes le kilowattheure. Donc, les calculs de rentabilité sont encore meilleurs aujourd'hui qu'ils étaient même l'année passée. Si vous rachetez du courant en tarif de nuit, eh bien, vous allez le racheter aux alentours de 14,12 centimes le kilowattheure. Ce qui veut dire que si vous l'avez vendu à 9,5 la journée et que vous devez le racheter la nuit à 14,12, eh bien, bon, là, pardon, à 8,16, vous avez en gros un différentiel d'environ 5 centimes. Tout ça, c'est-à-dire que vous avez perdu 5 centimes dans l'opération de le vendre et puis de le racheter plus tard. Tout ça pour vous dire que faire du stockage, essayer de stocker votre électricité produite, par exemple dans des batteries résidentielles dans la maison pour pouvoir ensuite recharger votre voiture sans devoir acheter au réseau, mais en reprenant dans une batterie tampon que vous auriez installée chez vous, ce n'est pas forcément rentable parce qu'à 5 centimes de différentiel le kilowattheure, il faut environ 40 ans pour rentabiliser une batterie stationnaire. Bon, il y a des cas particuliers, mais on peut en discuter. Après, il y a encore d'autres choses qui permettent d'optimiser énormément la partie de l'autoconsommation. C'est le V2G, alors ça va arriver, c'est le Vehicle to the Grid, c'est le fait que votre véhicule, votre voiture électrique, branchée chez vous à la maison sur le réseau, peut être capable de se recharger, mais peut être capable de refournir de l'électricité à votre maison, voire à la Romande Énergie si elle a besoin de récupérer de l'électricité. Ça, c'est de la musique d'avenir. Et puis, la domotique aussi permet d'optimiser votre part d'autoconsommation. Si vous avez un système de domotique qui mesure en permanence ce que produisent vos panneaux solaires et puis qui regarde dans votre maison, dit tiens, en ce moment, je produis beaucoup, je n'ai pas grand-chose là, je vais profiter d'enclencher le congélateur, par exemple, à fond, et puis la nuit, vous le coupez complètement, votre congélateur. Et toutes ces parties-là de domotique permettent d'améliorer votre part d'autoconsommation du solaire. Mais ça, on n'en tient pas compte dans les calculs qui sont mentionnés là. Maintenant, on a vu l'économie qu'on a fait sur l'électricité en posant des panneaux solaires, cette facture d'électricité qui a chuté drastiquement entre avant et après. On a vu la facture d'essence des deux véhicules avant, deux véhicules essence, et puis zéro une fois que ces deux véhicules ont disparu. Et si maintenant on s'amuse à faire la somme des deux, parce que ce qui compte, c'est l'ensemble de votre consommation énergétique, et si on s'amuse à additionner le coût de l'électricité plus l'essence, eh bien, ça vous donne ce graphe. Et ce graphe, il dit quoi? Il dit qu'en 2013, eh bien, on avait 4 779 francs de facture électricité plus essence par année, et qu'aujourd'hui, on est à 484 francs d'électricité plus essence, il n'y en a plus, par année. Donc, vous voyez un peu, cette fois, du coup, l'écart se creuse de manière énorme et on a une différence entre une économie annuelle qui est énorme. Donc, si maintenant on s'amuse à reprendre le calcul de bilan, mais en prenant en compte la somme de tout, c'est-à-dire de l'électricité et de l'essence, et puis on reprend donc notre investissement net pour l'installation solaire qui était de 11 095 francs. Je tiens compte, comme vous le savez, une voiture électrique coûte aujourd'hui encore un petit peu plus cher qu'une voiture essence, je dirais, comparable. Eh bien, j'ai tenu compte dans ce calcul de l'investissement pour le véhicule 1, donc c'est le surcoût de ce véhicule par rapport à son équivalent s'il était en thermique. Donc, ce surcoût à l'époque pour ce véhicule 1 était estimé à 10 000 francs. Et puis, pour le véhicule 2, a été estimé à 8 000 francs. Si on somme le tout, on a un investissement global entre l'installation solaire et puisqu'on a dû payer en plus pour acheter des véhicules électriques un peu plus chers, eh bien, on est aux alentours de 30 000 francs, 29 095 francs. On a une économie du carburant et de l'électricité qu'on vient de voir sur le graphe précédent qui est de 4 295 francs. Et cette fois,
la rentabilité, elle est plus de 14 ans seulement pour l'installation solaire, mais on est déjà cette fois à une rentabilité de l'ensemble qui descend à 6,8 ans, toujours calculé avec des chiffres du prix de l'installation solaire d'il y a 5 ans. Il y a encore plein d'autres externalités qu'on n'a pas comptées là-dedans. C'est par exemple l'économie que vous pouvez faire sur votre chauffage, etc., dépendant du type de chauffage que vous avez, en faisant de l'optimisation grâce à votre production solaire. Mais j'en tiens pas compte dans ces calculs qui permettent d'être meilleurs. Pardon. Donc voilà un petit peu le bilan financier pour une famille typique qui a posé des panneaux solaires et qui a remplacé ces deux véhicules. Donc juste aussi l'économie, 4 295 francs, ça vous paye des belles vacances, voire ça permet, si vous l'économisez, de vous racheter une voiture neuve après sans aucun problème. Cette économie-là, elle est assez conséquente si vous la cumulez sur les durées de vie des véhicules et de l'installation solaire. Alors maintenant, je vous ai parlé d'un cas concret qui était le mien, mais on peut dire oui, mais c'est un cas particulier. Alors j'aimerais juste vous mentionner quand même deux, trois choses. Il y a plein d'autres exemples que vous pouvez mesurer vous-même avec d'autres types de véhicules, etc. Un des exemples est celui qui est publié par le TCS, dont je vous montre ici un tout petit extrait. Donc, le TCS a repris une des analyses de cycle de vie dont vous a parlé Sébastien tout à l'heure, qui a été faite par le Paul Scherrer Institute, qui est une des meilleures analyses, à mon sens, de l'analyse de cycle de vie, de consommation de ressources naturelles, etc. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Et le TCS a repris ça et a essayé de le rendre visible pour monsieur tout le monde, parce qu'un résultat d'étude, même le simulateur qu'ils ont en ligne, c'est quand même assez indigeste pour des non-scientifiques. Mais le TCS a réussi à reprendre ces chiffres, les calculs, et puis vous afficher, vous pouvez choisir sur le site du TCS deux véhicules de votre choix. Là, j'ai pris un exemple que je vais vous réexpliquer. Vous pouvez choisir les véhicules que vous voulez et il va vous comparer le bilan écologique, donc l'analyse de bilan global en équivalent CO2 et le bilan financier avec les frais d'entretien, etc. Là, je vous ai repris un autre exemple qui correspond aussi à ce qu'on voit à plein les rues. Il y a une Tesla Model 3, ça n'a rien d'extraordinaire. Et puis, j'ai essayé de trouver un véhicule thermique à peu près équivalent en termes de performance, d'usage, de forme, de poids, etc. Et donc, sur cet exemple, je redéplace ma barre de menu. Sur cet exemple, vous voyez qu'on a affaire à deux berlines. C'est deux berlines de 5 portes. Premier élément assez intéressant, on dit toujours les véhicules électriques sont plus lourds que les véhicules thermiques. Eh bien, vous avez ici l'exemple contraire, puisque vous avez le poids à vide de la Tesla Model 3 qui est de 1838 kg. C'est trop lourd, je suis d'accord, mais certes. Mais la BMW 3 équivalente en thermique pèse 1931 kg à vide, donc en gros 100 kg de plus pour la thermique. Donc, ce n'est pas toujours vrai que les voitures électriques sont plus lourdes. On a affaire à deux voitures qui font environ 325 chevaux, qui font toutes les deux environ le même couple, environ 420 Nm, environ la même vitesse de pointe. Donc, on a des véhicules qui sont vraiment comparables. Ce qu'on voit tout de suite, il y en a une qui est catégorie énergétique A, puis l'autre qui est catégorie énergétique F. Eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est que le TCS vous permet de visualiser l'empreinte carbone, donc de nouveau ce life cycle assessment, l'analyse de cycle de vie complète. Et vous voyez aussi encore une information assez intéressante. On dit toujours, enfin, il y a des fausses rumeurs qui courent régulièrement qu'une voiture électrique, pour rembourser sa dette écologique due au surplus à la fabrication de la batterie, il faut qu'elle fasse 100 000 km, etc. Alors d'abord, ça, c'est des fake news. Sur cet exemple-là est très favorable, je vous l'accorde, mais sur un gros véhicule, plutôt gros véhicule, comme le montre cet exemple-là, la Tesla Model 3, elle rembourse son déficit d'empreinte carbone par rapport à la BMW 3 Turismo après seulement 9 737 km. Après, c'est que du bénéfice pour la voiture électrique. Et ce que vous voyez, c'est qu'à 200 000 km,
vous avez un impact écologique qui est effectivement en équivalent CO2, qui est effectivement presque 3 fois plus pour, euh, pour la voiture thermique. Ce qu'il faut aussi dire sur ce sujet-là, c'est que toutes les études sont faites en général à kilométrage identique. C'est-à-dire que ben voilà, cette étude-là, elle s'arrête à 200 000 km. Ils ont estimé que ces deux véhicules seraient morts tous les deux à 200 000 km. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité, si on veut vraiment faire une analyse de bilan comparée entre une voiture thermique et une voiture électrique, il faudrait tenir compte de leur durée de vie respective. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont la même durée de vie au final? Est-ce qu'il y en a une qui va être morte plus vite que l'autre? Aujourd'hui, les premiers résultats montrent que, entre autres, par exemple, chez Tesla, après 400 000 km, la moyenne des utilisateurs ont une batterie qui est à 80%. C'est-à-dire qu'on a une durée de vie qui est en tout cas de 400 000 km visiblement sur des Tesla. Or, la moyenne mondiale sur les thermiques, c'est 235 000 km. Donc, on sait que les véhicules électriques auront une durée de vie beaucoup plus longue que les véhicules thermiques, avec en plus un autre facteur, c'est que un véhicule thermique qui a 230 000 km et qui a le moteur qui est mort, personne ne va lui remplacer son moteur. Par contre, un véhicule électrique qui aurait sa batterie morte à 250 000 km, mais dont le véhicule serait encore en bon état, eh bien, remplacer sa batterie permettrait de repartir pour un cycle pratiquement complet de vie de la voiture. Donc ça, c'est pour l'analyse du bilan écologique. Mais maintenant, si on s'intéresse au bilan économique de ces deux mêmes véhicules, eh bien, on s'aperçoit que, aussi de nouveau, de dire que souvent les véhicules électriques sont plus chers. En tout cas, sur des véhicules de haut de gamme, ce n'est pas le cas, parce que là, on voit que la BMW 3 Gran Turismo, elle est presque 2 fois plus chère à l'achat déjà que la Tesla Model 3. Hein. Et puis, si on regarde l'évolution de cette courbe, enfin des frais liés à l'entretien, au carburant, etc., ça, c'est calculé pour 15 000 km, mais si vous augmentez le nombre de kilométrage par année, l'écart se creuse encore plus. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 200 000 km, la différence que vous avez entre la courbe bleue pardon, et la courbe jaune, c'est-à-dire, entre guillemets, l'économie que vous avez fait en partant sur une Tesla par rapport à la BMW 3, eh bien, cette différence-là, elle est de 67 000 francs. Donc, vous avez économisé 67 000 francs au bout de 200 000 km en partant sur la Tesla, qui ne coûtait à l'achat que, je ne sais pas le prix d'achat, mais enfin bon, peu importe. Donc, l'économie que vous avez fait vous permet de racheter presque 2 Tesla. Ou en tout cas, le Tesla modèle le plus haut de gamme, etc. Donc, effectivement, partir sur un véhicule électrique, vous pouvez faire la comparaison avec plein d'autres véhicules. Alors, si les véhicules sont plus petits, ces différences sont moins marquées, mais elles restent quand même très importantes. Donc, voilà, en conclusion, le but, c'était de vous montrer que si vous combinez une installation solaire plus une voiture électrique ou plusieurs voitures électriques, c'est très rentable économiquement et écologiquement. L'analyse de bilan est claire. Toutes les analyses de bilan depuis 2016 convergent vers à peu près les mêmes valeurs. Et puis, le calcul de la rentabilité économique, il dépend évidemment si vous n'avez pas d'installation solaire, ou etc. Mais même si vous achetez votre courant, vous avez un gain économique qui est important. Si vous produisez avec votre installation solaire, on voit qu'on a un investissement qui est rentabilisé pratiquement en 7 ans. Vous rentabilisez l'investissement combiné, le surcoût des voitures électriques s'il y en a un, et le coût de l'installation solaire. D'un point de vue un peu aussi environnemental, de nouveau, lorsque vous avez une situation comme celle-ci, vous avez une économie de carburant par année qui est d'environ 1980 litres. Juste pour donner quelques équivalents pour qu'on se rende compte de ce que ça veut dire aussi d'un point de vue impact environnemental, c'est 4 tonnes de CO2 économisées par année. Et ça, c'est quoi? C'est l'équivalent aussi de 5 allers-retours à New York en avion. Donc, voilà, si vous faites une fois un petit voyage en avion, ce qui n'est pas bien, mais vous aurez beaucoup moins mauvaise conscience par rapport à ceux qui vous critiquent, mais qui roulent avec deux voitures essence. Ça correspond aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, on l'abordera sûrement par la suite, c'est que ce passage à des véhicules électriques entraîne des économies d'énergie.
Heu, Pourquoi? Parce que ces 1980 litres d'essence, ça correspond aussi à 3110 kWh. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour produire 7 litres d'essence, il faut dépenser 11 kWh d'énergie, pour le pompage, le raffinage, le transport, et cetera. Donc 7 litres d'essence, qui permet de faire 100 kilomètres à une voiture, heu on a avant même que le moteur soit démarré, ça a déjà consommé, sur la planète 11 kWh d'énergie, dont environ 4 sous forme d'électricité. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on critique, dans les critiques que vous entendrez sur la consommation d'eau, du minage, et cetera, heu, la production d'1 litre d'essence consomme 0,6 litres d'eau. Et quand on dit consommer, c'est de l'eau qui est perdue, parce que c'est de l'eau qui est contaminée, qui est réinjectée dans les puits de pétrole ou dans la nature, mais contaminée et plus utilisable. Donc, ça représente aussi 1188 litres d'eau. Bon, ça fait 1 m3, c'est pas gigantesque, mais il faut quand même se rendre compte de ça. Voilà un petit peu mes conclusions. Je vous remercie. On va passer aux questions. Vous trouverez, j'ai vu dans les questions déjà que, certains s'est intéressés par les présentations. La mienne est parmi d'autres documents sur le site de l'ARUV, que vous voyez ici, avec, plein d'autres articles sur le sujet. Donc je vous remercie.